Merci pour votre fidélité à la 7 TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, ce drame sur les routes, une nouvelle fois ce matin, 3 morts, 3 blessés. C'est le bilan d'un accident donc survenu sur la RN2 dans la commune de Nguensar vers 4h. À l'origine, une collision entre un camion plateau chargé de fer et un véhicule particulier. Et puis à Saint-Louis, le présumé meurtrier de Cheikh Ahmed Tidiane Wade a été arrêté hier, interpellé par la SR de Saint-Louis. Alors qu'il était en fuite, le suspect a été transféré à Saint-Louis pour être entendu par les enquêteurs. La réaction du frère de la victime à suivre dans cette édition. Et pour terminer, 4 février, journée mondiale contre le cancer, un événement annuel lancé par l'Union internationale contre le cancer qui invite les citoyens, les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts. Voilà tout pour ce qui est de l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nouvelle tragédie donc sur les routes, 3 morts, 3 blessés, c'est le bilan de l'accident survenu sur la RN2 dans la commune de Nguensar, département de Louga, vers 4h du matin. Il s'agit d'une collision entre un camion plateau chargé de fer et un véhicule particulier. Les 6 victimes ont été secourues par les sapeurs-pompiers de la 52e compagnie de Louga. Et puis nous parlons d'un autre drame également dans ce journal. Un homme du nom de Amadou Tidiane Wade égorgé et jeté dans les buissons à 3 km de la commune de Mpal, non loin du village de Mbabou. La section de recherche de Saint-Louis a mis la main sur un homme suspecté d'avoir tué Cheikh Ahmed Tidiane Wade, gérant d'un multiservice à Mpal. Le frère du défunt invite la gendarmerie à ériger une brigade pour faire face à l'insécurité dans la zone. Nous nous sommes réveillés ce matin avec une très mauvaise nouvelle, un drame comme tu viens de dire. En effet, notre jeune frère, Cheikh Ahmed Tidiane Wade, a été vachement assassiné, j'allais même dire égorgé, et jeté dans les buissons aux environs du village de Mbirangaï, situé à 3 km de Pal. Hier matin, il a quitté sa maison, sa famille, ses enfants, pour se rendre à son lieu de travail habituel. Donc, il tient un kiosque de transfert d'argent au marché de Pal. À la descente, on ne l'a pas retrouvé. Après plusieurs recherches entre hier après-midi et durant toute la nuit, on nous a alerté qu'il y a un corps qui avait été jeté dans cet endroit-là. Lorsque nous sommes rendus sur le site, et là, on s'est rendu compte que c'est bien lui qui a été égorgé très vachement et jeté dans les buissons. Mais en dehors de tout ça, aussi, nous demandons à l'État d'assurer la sécurité personnelle et biens, surtout dans les environs de Pal, qui est devenu maintenant une grande agglomération, où pas mal de gens, beaucoup de gens viennent de partout, compte tenu donc de l'attraction du marché. Donc c'est pourquoi il faut que l'État mette en place une brigade de gendarmerie. Sur notre registre, l'État du Sénégal qui a décidé d'indemniser les victimes des violences politiques. L'annonce a suscité de nombreuses réactions, mais selon Pape Ibrahima Diane, membre de l'ONG ADA, seul le juge peut indemniser les victimes et non l'exécutif. Les nouvelles mesures prises par le gouvernement à l'endroit des victimes des derniers événements politiques suscitent beaucoup de réactions. La question divise autant sur la forme que sur le fond. Entre l'exécutif et le judiciaire, qui des deux pouvoirs a la prérogative de gérer la question? Si on parle d'indemnisation, normalement ça devrait se faire par le juge. Donc c'est le juge qui fixe le montant des indemnisations aux victimes. Parce qu'avant d'être qualifié de victime, il faut aussi que l'on puisse établir si vous êtes victime ou non. Et donc c'est le travail de la justice. Une indemnisation qui risque de se produire sans aucune décision de justice. Les victimes ont bénéficié de liberté grâce à la loi d'amnistie. Cependant, ils ne peuvent être indemnisés qu'après s'être déclarés non coupables. Auprès de la justice, les montants auraient été plus élevés, puisque ça permet d'évaluer de façon plus rigoureuse le préjudice qu'ont subi les victimes. C'est le ministre de la Famille, donc c'est un geste de l'exécutif. Ça part d'une bonne intention. En ce qui concerne les ex-détenus ou autres victimes, blessés ou malades, en lien direct avec les 10 événements, le gouvernement annonce une prise en charge médicale et psychosociale. De telles initiatives devraient être laissées à l'appréciation de la justice sénégalaise plutôt que de l'exécutif. Il est prévu
Une allocation forfaitaire de 500 000 francs CFA à toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD en relation avec le ministère de la Justice, les sources policières, les représentants des victimes et ceux de la société civile. Et les Sénégalais se sont prononcés justement sur ce programme d'indemnisation des familles des victimes. Les avis sont divers par rapport à la situation. Certains approuvent, tandis que d'autres estiment qu'il faut tout d'abord situer les responsabilités sur les différents événements. C'est une initiative que je salue, parce que tous ceux qui sont morts ne sont pas des manifestants. Je parle en connaissance de cause. J'ai un voisin, son fils a été tué par balle, alors qu'il ne faisait rien. Il était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. La vie humaine est sacrée, et je pense que cette indemnisation n'est qu'une maigre consolation. Ça ne ramènera pas ceux qui sont morts. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Ces familles doivent aussi bénéficier d'un suivi psychologique. Je crois que l'État a mis les charrues avant les bœufs. Ce qu'il fallait faire, c'est de situer d'abord les responsabilités, tenir des procès pour savoir qui a fait quoi et qui est réellement une victime. Parce que tout le monde peut se lever et se proclamer une victime. On peut les indemniser et après traquer les responsables. Chaque chose en son temps. La justice fera son travail le moment venu. Mais en attendant, les familles doivent être accompagnées. C'est une bonne chose. Parmi ceux qui ont perdu la vie, certains étaient des soutiens de famille. Hors de Dakar à présent, le Premier ministre Ousmane Sonko a lancé à Fastoré hier la deuxième phase d'un vaste projet hydraulique destiné à améliorer l'accès à l'eau potable pour plus de 2 millions de personnes en milieu rural. Doté d'un budget de 100 millions de dollars, ce programme de 30 mois prévoit la construction et la rénovation d'infrastructures essentielles à travers le pays. Hors de Dakar. Il s'agit d'un programme de 100 millions de dollars sur 30 mois visant à renforcer l'accès à l'eau potable au Sénégal. Ce n'est pas un projet seulement de Fastoré, de la commune, du département ou de la région, mais c'est un projet national qui, à terme, devra permettre d'assouvir la soif de plus de 2 millions de Sénégalais à travers tout le territoire national. La gestion durable du service public de l'eau en milieu rural a connu plusieurs évolutions, passant d'un système participatif basé sur des comités de gestion et des associations des usagers de forage, les ASSOFOR, à la création en 2014 de l'Office des forages ruraux, OFOR, avec un parc actuel de plus de 2000 systèmes d'alimentation en eau dans son patrimoine. Le Premier ministre a aussi rappelé les grands sentiers de l'État du Sénégal. Des autoroutes de l'eau qui se conçoivent à travers la réalisation de grands transferts d'eau depuis des sources de grande disponibilité vers celles déficitaires et de grande consommation. Ainsi, cette initiative portera entre autres sur le grand transfert du lac de Guiers vers le triangle Dakar-Mbour-Thiès, incluant une branche vers la ville de Touba, dont le réseau sera intégralement renouvelé et modernisé. Grâce à ce projet, des millions de Sénégalais vivant en milieu rural auront un accès durable à l'eau potable. Toujours à Fastoré, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que la suspension de l'aide au développement par Donald Trump mettait en péril un projet de 300 milliards de francs CFA au Sénégal, notamment dans l'électricité. Il a souligné alors l'urgence de mobiliser les ressources locales et de renforcer l'industrialisation. Nous devons en tout cas engager le travail parce que nous ne pouvons plus compter sur l'aide internationale. C'est le cas aussi avec les États-Unis parce que vous l'avez constaté vous-même, le président des États-Unis, Donald Trump, a décidé de procéder à un gel de l'aide financière et cela impacte aussi par rapport à nos projets. Et c'est près de 500 millions de dollars, près de 316 milliards de francs CFA.
Alors, est-ce que nous devons toujours tendre la main ou attendre l'argent en provenance de l'étranger? Il est temps aussi de croire en nous, en nos potentialités, et nous avons lancé des programmes. Alors, il est important pour les populations de s'approprier de ces programmes et de ne pas attendre l'État. Pendant ce temps, la traque des biens mal acquis continue de faire parler. Elle doit se faire en toute transparence. C'est la conviction de Serine Bakengel. L'ancien ministre exige également le respect des droits des principaux accusés. Si par exemple je dis, on a convoqué un monsieur X uniquement pour des raisons politiciennes, et qu'en fin de compte, je constate que monsieur X a commis un délit, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut éviter de mettre la charrue avant les bœufs. Moi, en tout cas, ma position est que si j'étais député à l'Assemblée nationale, si on vous demandait la levée de mon immunité parlementaire, je serais le premier à voter pour. Au moins pour laver mon honneur. Moi, je pense que certains de ces... Je prends le cas d'un Farba Ngom. Je suis jusqu'à preuve du contraire convaincu que Farba est innocent. Mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est à l'état de mes informations. Ceux qui ont demandé la levée de son immunité parlementaire, ils ont peut-être d'autres informations que je n'ai pas. Mais accuser quelqu'un ne veut pas dire le condamner. Accuser quelqu'un ne veut pas dire que ce quelqu'un-là est fautif. Donc, encore une fois, et ce n'est pas la première fois qu'on le voit dans ce pays. Quand le président Abdou Diouf a pris le pouvoir en 1981, décembre 80, janvier 81, c'est lui qui a instauré au Sénégal la CREI. N'est-ce pas? Des gens avaient été arrêtés, jugés, libérés. Avec le président Wade, il y a eu des arrestations également. Avec le président Macky Sall, il y a eu ce qu'on a appelé la traque des biens mal acquis. Donc, c'est du déjà vu. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mon problème, c'est que les droits des uns et des autres soient respectés. Mon problème, c'est que la justice soit dite et bien dite. Si on laisse la justice faire correctement son travail, on verra qui a fait ou qui n'a pas fait. S'il y a quelqu'un qui a fauté, il faut qu'il paye. Celui qui n'a pas fauté, maintenant, qu'on lui qu'on la paye. Je pense que ma position elle est claire par rapport à ça. 4 février, journée mondiale contre le cancer, un événement annuel lancé par l'Union internationale contre le cancer qui invite les citoyens, les organisations et les institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre l'épidémie mondiale du cancer. La journée mondiale nous rappelle donc qu'il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre cette maladie. Chaque année, la Journée mondiale contre le cancer adopte un thème spécifique, mettant l'accent sur différents aspects de la prise en charge du cancer. Le thème de la Journée mondiale contre le cancer 2025-2027 est Unis pour l'unicité. Ce thème souligne l'importance des soins et des traitements personnalisés pour répondre aux besoins uniques de chaque individu. Selon les dernières estimations publiées par le Centre international de recherche sur le cancer en 2022, près de 20 millions de nouveaux cas de cancer auraient été diagnostiqués dans le monde et 9,7 millions de personnes sont décédées d'un cancer. Le CIRC estime par ailleurs que d'ici 2050, l'incidence du cancer dans le monde devrait augmenter de 77%. La situation du cancer en Afrique est démoralisante. En 2022, près de 882 882 nouveaux cas de cancer sont survenus dans la région africaine de l'OMS, où l'on a recensé environ 573 653 décès par cancer. À peu près de 50% des nouveaux cas de cancer chez l'adulte dans la région sont liés au cancer du sein, du col de l'utérus, de la prostate, colorectal et du foie. En outre, dans 20 ans, le taux de mortalité du cancer en Afrique dépassera la moyenne mondiale qui se situe à 30%. Cette situation est d'autant plus grave que le taux de survie au cancer est de 12% en moyenne dans la région africaine de l'OMS, ce qui est largement inférieur au taux de survie moyen qui dépasse la barre de 80% dans les pays à revenus élevés. Au Sénégal, il n'existe pas de programme national de lutte contre le cancer, ni de statistiques officielles sur l'incidence du cancer. Cependant, le CIRC a estimé en 2020 que chaque année, plus de 11 000 personnes étaient atteintes d'un cancer au Sénégal et que près de 8 000 en mouraient. On attribue la hausse rapide de la charge du cancer aux profonds changements dans le mode de vie, comme l'alimentation malsaine, le tabagisme, le manque d'activité physique, l'exposition aux risques environnementaux et d'autres facteurs de risque associés au mode de vie. En fait, 40% des cancers sont potentiellement évitables. 40% peuvent être traités et 20% traités.
à des fins palliatives. La situation des femmes à présent, l'autonomisation de ces dernières est une préoccupation pour Serine Boub, maire de Kaolack. Un forum sur cette couche vulnérable a été organisé par la mairie hier sous la présidence effective des deux directions techniques des ministères de la famille et des solidarités et de celle de la microfinance et de l'économie sociale. Nous voulons être autonomes. Quand on parle de l'autonomisation des femmes, Kaolack est un bel exemple. Alors, il est bien de faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. Cette promotion est importante et donc, nous avons exposé tous nos produits. Nous avons invité 2 ministères et des directions techniques. La mairie aussi, à travers Serine Boub, nous a promis un financement de 100 millions, ensuite 50 millions, puis 100 millions autres pour les femmes. Un engagement salutaire. Nous lançons un appel à l'endroit de l'État pour plus d'accompagnement. Le modèle économique pour FEM bi njëkk na def état bi ñun la ñuy jàppale mais ñun ñoo leen war a jàppale parce que système la. En sport à présent, en clôture de la 13e journée de Ligue 1 sénégalaise, le Jaraaf a défié l'US Ouakam. Les Médinois l'ont remporté 1-0. L'unique but de la partie est l'œuvre d'Abdoulaye Wali à la 42e minute. Ce succès, le 3e de suite pour les Verts et Blancs, leur permet de s'installer à la 2e place et de revenir à 3 points du leader Gorée. Dans l'autre rencontre de la journée, la Linguère a battu l'AGEC 2-1, faisant le point avec Grégoire Gomme. Ici au stade municipal. Il ne fallait surtout pas se rater face à l'USO et le Jaraaf de Dakar l'avait bien compris au moment de fouler la pelouse du stade municipal de Yoff. Face à des Ouakamois bien décidés à jouer les troubles faits, les Verts et Blancs de la Médina ont très tôt pris l'ascendant sur leur adversaire. Solides et juste tactiquement, les protégés de Malik Daf ont trouvé l'ouverture à la 40e minute de jeu par l'intermédiaire d'Abdoulaye Wali qui profite d'un centre millimétré de Jean-Rémy Bokandé. Dans la boîte, deuxième poteau, attention Abdoulaye Wali. Les cadres ont parlé et le Jaraaf rentre au vestiaire avec l'avantage. Les tentatives des requins resteront vaines en seconde période. Le Jaraaf finira la rencontre à 10 suite à l'exclusion de Salou Gueye à la 85e minute de jeu. Mais Ouakam ne reviendra jamais. Avec un match en retard face à Guédiawaye, l'équipe de la Médina compte 25 points et revient à 3 longueurs du leader, l'Union sportive de Gorée. Dans cette configuration, la course pour le titre est relancée à 2 journées de la fin de la phase allée. Dans l'autre rencontre de ce lundi, la Linguère de Saint-Louis a renoué avec le succès. Une victoire 2-1 devant la l'AGEL de Rufisque. Avec cette deuxième victoire, depuis l'entame du championnat, les Samba Linguère sortent de la zone de relégation et comptent désormais 13 points. Pour terminer, la journée du championnat national 2 s'est jouée au stade fédéral Mamba Guirassy de Kédougou. La ASC Bundu s'est lourdement inclinée face à Olympique de Kédougou sur le score de 4-1. La marraine et le parrain du match exhortent les jeunes à bannir la violence dans les stades et à l'union des cœurs. C'est comme s'ils avaient entendu leurs supporters à la tribune pour les joueurs de Olympique Football Club de Kédougou infligent une lourde défaite à l'ASC Bundu sur le score sans appel de 4-1. D'habitude, on a des problèmes de repositionnement jusqu'à présent. Et puis, on a un problème aussi au niveau du milieu de terrain et de l'attaque. On n'a pas su stabiliser notre milieu de terrain et notre attaque à présent, quoi. En défense, ça va un peu. Depuis 3 ou 4 matchs, on n'a pas encaissé. Vous avez vu, on a encaissé aujourd'hui sur un coup de pied arrêté. Oui, on prépare le match suivant petit à petit. C'est un match de sortie, c'est à l'extérieur, Inch'Allah. On va essayer de gagner là-bas, c'est la dernière journée. On va faire un match nul, Inch'Allah. Ça ne savait pas marcher parce qu'on a tout donné. Mais on a voulu faire notre jeu. Mais on a trouvé ici une très bonne équipe de Olympique de Kédougou qui a compris ces actions. Alors que un match joué à domicile au stade Mamba Guirassy de Kédougou devant 2 marraines et un parrain venus soutenir Olympique de Kédougou. Pour moi, j'ai été choisi comme marraine de ce match. Il me rappelle le rôle d'arbitre que je jouais auparavant. Je le remercie vivement. Merci au club olympique. Merci beaucoup. À mon honorable député M. Ablaïso qui m'a beaucoup soutenu et à la délégation
commission spéciale qui m'a accompagné. Parrain d'un match de haute importance. C'est pas donné à n'importe qui et c'est une chance pour moi d'être là aujourd'hui, représenter la jeunesse de Kédougou en général et la jeunesse de la commune de Dindéfelo en particulier. 3-0 en première période. Olympique de Kédougou a marqué son 4e but en seconde période et après, la réduction du score est survenue par l'ASC Bundu. Olympique de Kédougou grimpe petit à petit vers le sommet pour récupérer la place de leader dans cette poule les jours à venir. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. La décision de la nouvelle administration américaine de suspendre l'aide publique de son pays compte parmi les sujets les plus en vue dans ces livraisons de mardi. Selon Sud Quotidien qui cite Ousmane Sonko, un projet de l'État du Sénégal financé par les États-Unis, plus de 300 milliards de francs CFA, fait partie de l'eau impactée, fait partie de l'eau des programmes impactés par le gel de l'aide publique américaine décidé par Donald Trump. Cette décision ne manque pas d'impacter le Sénégal, selon le journal. Le quotidien lui parle de ces faits, indique que les coûts sombres décidés par le président américain concernent de nombreux projets portant sur la santé ou le développement de l'agriculture. Le journal insiste sur le gel d'un programme américain de Millennium Challenge Account qui concerne le financement de l'électrification d'un montant de 316 milliards de francs CFA. Selon enquête, la lutte contre le terrorisme, la santé, l'industrie extractive, l'électricité, Trump chamboule tout et met plusieurs organisations publiques et privées dans l'embarras. Selon le journal, enquête ainsi parle de l'effet domino. Wolf Quotidien sur le même sujet fait état des dégâts collatéraux d'une guerre commerciale. Selon le journal, même si dit-il d'une politique souverainiste, le premier Ousmane Sonko regrette le blocage de près de 316 milliards de francs CFA destinés à des programmes courants. Mais cela pourrait toucher également le pétrole sénégalais, d'autant plus que les États-Unis vont faire des possibles pour baisser et pour faire baisser le prix des produits pétroliers dont ils sont grandement dépendants. Ce soir évoque le même sujet, coup dur pour notre électricité, titre le journal, qui indique la déclaration du chef du gouvernement à travers l'appui de l'électricité, explique Ousmane Sonko, nous recevons plus de 500 millions de dollars, soit plus de 319 milliards de francs CFA. Ce soir signale la question ainsi de l'indemnisation des personnes considérées comme des victimes de violences politiques enregistrées au Sénégal en 2021-2024. Cela divise l'Assemblée nationale. Indemnité ou assistance, l'argent qui sera distribué aux ex-détenus et aux familles des personnes décédées suite à des violences divise le Parlement, selon toujours le journal Source A. L'info pointe en particulier la charge foudroyante du député Mbaye Dione de l'opposition, lequel s'est joint au concert de désapprobation en publiant un texte au vitriol. L'AS parle de lever de bouclier la décision du gouvernement d'accorder une enveloppe de 5 milliards de francs CFA en guise d'assistance financière aux ex-détenus et autres victimes des manifestations politiques de la période 2021-2024 semble suivre la loi d'amnistie souhaitée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Même son de cloche dans un Rewmi Quotidien qui s'interroge sur celui qui est victime et qui ne l'est pas. Et selon le journal, il s'agit peut-être de militants politiques. L'observateur sur l'affaire Tabaski Ngom et l'interview accordée à sa famille, la sœur de Tabaski Ngom déclare dans les comptes du journal qu'elle n'aurait jamais cru que Moustapha Diop allait jouer un sale tour à Tabaski Ngom. L'observateur fait état de l'affaire de l'intrusion de chez la mère de Sonko. Le suspect placé en garde à vue, il était accompagné d'un certain Ndiaye lors de sa descente. Il déclare face aux enquêteurs: je regrette mon acte. Le journal fait état d'une dette de 54 000 francs que l'ingénieur a laissé au bar Bërëb Sangam. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.